jamais eu de modèle, je n'en ai jamais voulu, je n'ai voulu être que moi-même et je n'ai jamais écrit que ce que je pensais. Pour le travail, ce qu'il y a de plus essentiel, pour moi tout au moins, c'est d'être dans un pays où l'on ne comprend pas la langue, parce qu'on a constamment l'impression que les gens ne disent que des choses agréables et ne parlent en fait que de choses philosophiques importantes. Tandis que chez moi, quand je comprends la langue, j'ai l'impression que ce qu'ils disent n'est que de la bouillie pour les chats. Et c'est comme ça que la bouillie pour les chats devient philosophique. Et en fait, si j'écris, c'est seulement et bien parce que c'est désagréable. Parce qu'il y a énormément de choses désagréables. Tout le monde a ça. Se lever, c'est déjà désagréable. En fait, je n'écris que pour cette raison. Parce qu'il y a beaucoup de choses désagréables. Si tout était agréable, je ne pourrais probablement rien écrire du tout. Personne n'écrirait. Du reste, ce serait idiot d'écrire si les choses étaient agréables. Parce que l'agrément, il faut en profiter. Il faut s'y abandonner. Et si vous vous asseyez à votre table et que vous êtes dans une humeur agréable, vous ruinez votre humeur agréable. Pourquoi irais-je me la ruiner? Du reste, je peux aussi imaginer de vivre toute ma vie dans une humeur agréable et de ne rien écrire du tout. Et puisque une humeur agréable n'est possible que pour quelques heures ou pour quelques instants, on revient toujours à l'écriture. La colère contre ses semblables, on n'a pas besoin d'aller la chercher parce qu'ils nous importunent la plupart du temps. Quand on est au café et que c'est très agréable, à la fin il faut payer et l'on ressent déjà une certaine colère. Et quand on traverse la rue, il arrive une auto et l'on ressent de la colère. Cela m'inquiète d'ailleurs qu'il n'y ait aucune fureur en vue. Configuration idéale, mais elle ne durera pas. Tout d'un coup, un éclair tombe au milieu de tout ça et le détruit. J'ai face à la vie une attitude tout à fait normale comme tous les êtres normaux. Elle n'est pas seulement négative, mais elle n'est pas seulement positive non plus. Car sans interruption, on contre tout. Rien que du négatif, ça n'existe pas, c'est une idiotie. Mais il y a assurément des gens qui veulent voir les choses comme ça. C'est très confortable de dire celui-là est un bouffon et jusqu'à la fin de ses jours c'est un bouffon. Et on ne le désigne que comme un bouffon jusqu'à ce qu'il meure. Et tel autre est un écrivain lyrique exalté depuis ses 20 ans et il le reste jusqu'à ce qu'il meure. Et les gens et les critiques avec lesquels ils ont affaire n'en débordent plus. Et celui qui écrit une farce, stupide ou pas, il reste toute sa vie un farceur. Et moi, toute ma vie, je serai probablement l'écrivain négatif. Mais je dois dire que je me sens très bien dans ce rôle parce qu'il ne me dérange absolument pas. Parce que les gens disent que je suis un écrivain négatif, mais que je suis en même temps un être humain positif. Donc, il ne peut rien m'arriver. Le matériau pour rire est toujours là quand c'est nécessaire, quand il y a un défaut, une quelconque infirmité de l'esprit ou du corps. Un clown qui est parfaitement normal, il ne fait rire personne. Il faut qu'il boite, ou qu'il soit borgne, ou qu'il tombe tous les 3 pas, ou que son cul explose et qu'il en sorte une bougie ou quelque chose comme ça. C'est de ça que les gens rient. Toujours de défauts ou de terribles infirmités. Personne n'a jamais ri d'autre chose. Quand une vieille grand-mère sur scène répète toutes les 3 phrases la même chose et dit à tout moment « ma jumelle homozygote » ou quelque chose comme ça, alors là les gens rient. Mais ce qui est tout à fait normal, ce qu'on appelle normal, n'a jamais fait rire personne au monde. Et soi-même, on rit que si on se pince ou quelque chose dans ce genre. Là, on rit à gorge déployée. Quand ma grand-mère se brûlait à la plaque de la cuisinière, je riais comme un fou. Et si pendant des semaines cela ne se produisait pas, pendant des semaines le rire était absent de la maison. Tout était en fait insipide. Et quand ça devenait trop insipide à mon goût, je me cachais dans le cagibi à balai. Il y avait un rideau et on mettait les balais derrière. Et au moment où je savais que ma grand-mère allait passer, je sortais la main. Et elle tombait à la renverse avec un cri effrayant comme dans une attaque, parce que je l'avais effrayée, enfant, parce que je m'ennuyais. Je ris moi-même parfois à pleine gorge. Je me dis oui, en fait, c'est à éclater de rire. Et quelquefois, ce sont les gens, quand moi, je ris tout haut, déjà en écrivant ou après à la relecture, je ris tout haut, qui ne trouvent pas que ce soit à éclater de rire. J'avoue que je ne comprends pas. Je ne sais pas, est-ce que les gens n'ont eu point d'humour ou quoi? Je ne sais pas. Moi, ça m'a toujours fait rire. Ça me fait rire aujourd'hui encore. Quand je trouve les choses insipides ou quand je traverse d'une manière ou d'une autre une période tragique, j'ouvre un de mes propres livres. C'est encore ce qui me fait le plus rire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas écrire des phrases sérieuses de temps à autre aussi, faire tenir ensemble les phrases comiques. C'est le tissu conjonctif. Le sérieux, le tissu conjonctif du programme comique. Simplement, on peut dire aussi bien sûr que c'est un programme philosophiquement comique. Naturellement, une philosophie seulement sérieuse ne fait pas rire. C'est d'ailleurs follement insipide. Mais avec Schopenhauer, je ris aussi. Plus il est amer, plus il fait rire. Simplement, les gens prennent tout au sérieux, au tragique.
Comment peut-on prendre au sérieux quelqu'un qui est marié avec un caniche? D'entrée, on ne peut pas le prendre au sérieux. C'est un philosophe comique. Ce sont les grands clowns de l'histoire, Schopenhauer, Kant, évidemment les plus sérieux qui soient en fait. Pascal aussi, de cela à sa manière, catholico, mystérieuse, religieuse. Ce sont en réalité les grands philosophes comiques. Mais il a fallu un certain temps pour discerner petit à petit ce qui est grand et ce qui est moins grand. Personne ne vous aide, il faut des dizaines d'années. Parce qu'à l'école, c'est un passage de la philosophie au rouleau compresseur. Ils sont tous classés dans les mêmes catégories. Ils sont garde à vous comme une compagnie ou une armée gigantesque. Il y a des milliers et des dizaines de milliers de philosophes. Et puis il faut peu à peu soi-même piquer ici et là pour se les choisir. Personne ne vous le dit. Et quand on est comme moi une sorte de vautour philosophique assez tôt, on sait ce qu'on choisit. Et il y a Kant, Schopenhauer. Follement comique. Il y a pouvoir et il y a corruption, c'est logique. C'est pourquoi les gens qui ont le pouvoir, il faut leur retirer le plus vite possible. Parce qu'au moment où ils s'enracinent, c'est comme le lierre autour de l'arbre, une plante grimpante si on imagine l'État comme le tronc. Le gouvernement n'est pas quelque chose qui favorise la croissance mais qui l'étrangle. Noir ou rouge, les politiciens sont toujours la même canaille. Incultes, affairistes, toujours affreux. Ils ne travaillent que dans l'hypocrisie, exactement comme l'Église. Et le petit politicien apprend ça déjà, le dimanche quand il va à l'Église. Il apprend comment faire pour arriver au pouvoir. Parce que n'importe quel petit curé en fait la démonstration dans sa communauté. Comment être hypocrite, jouer au saint et en réalité faire ses cochonneries. C'est comme ça, tout est exagéré. Et sans exagération, on ne peut rien dire du tout. Parce que dès que vous élevez simplement la voix, en fait, c'est déjà une exagération. Car pourquoi l'élevez-vous? Quand on dit quoi que ce soit, c'est déjà une exagération. J'ai toujours cru au ciel dès mon enfance. Plus je vieillis, plus j'y crois. Les gens y ont des habits blancs, tout nettoyés et frais. Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas d'industrie chimique, pas d'hygiène, parce que dès le départ, tout est propre et pur. Tout est léger et flotte. Je m'en réjouis à l'avance. On est sans aucune pesanteur, on passe en flottant au-dessus de tout. Aucune philosophie ne peut plus vous tromper ou vous faire de vacherie. Le ciel, c'est l'idéal. L'enfer, je n'y crois pas. Il est trop sale pour moi, trop chaud, trop noir, trop odieux. Tandis que le ciel n'a rien de tout ça. Il était très beau ce cimetière. Évidemment, on ne peut en juger que si on n'y repose pas.
absolument raison de qualifier la vérité de mensonge et absolument raison de qualifier le mensonge de vérité. Et ça, jamais un juge ne l'admettrait. La vérité et le mensonge dans ce monde jouent un rôle au tribunal. Et là, aucun point de vue ne vaut rien. Le philosophe n'a rien à dire devant un tribunal, parce que le juge est un petit homme jaloux du philosophe, sous une lourde bure, aussi bon marché que possible, mais lourde et noire. Et il hait tout ça, sauf lui-même, parce que tout lui maintient la tête sous l'eau. S'il a mal à la gorge, vous en prenez pour 1 an de plus. S'il a mal à la tête, vous en prenez pour 2 ans de plus. Et s'il a un cancer, alors là vous prenez perpétuité parce qu'il est dans une rage folle. Et s'il est de bonne humeur, là vous en tirez avec le minimum. Voilà tout le malheur du monde. Il n'y a que des préjugés. Mes jugements ne sont que des préjugés. En fait, il n'y a que des préjugés parce que même les juges qui prononcent des jugements inattaquables, malheureusement, ne prononcent en fait que des préjugés. Des jugements, il n'y en a pas. Je veux dire que l'on prononce sans cesse sur les gens et les choses des jugements, mais ce ne sont que des préjugés. Et l'on condamne sans cesse le monde entier, et ce ne sont que des préjugés.